Moi aussi, je suis heureux de vous voir nombreux. C'est toujours plus sympa que de parler devant deux personnes, hein. Et puis comme ça, on peut discuter à la fin et, et essayer de discuter ensemble, d'avoir un échange. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui étaient là, en tout cas au mois de novembre de l'année dernière, 2019, je vous avais proposé de réfléchir sur la notion de fraternité en relation avec le concept d'altérité étudié par Emmanuel Lévinas. Et ce soir, je vais vous proposer de nous pencher sur les concepts d'étranger et de migration au travers d'une analyse philosophique. Attention, hein, pour ce qui est d'une analyse politique ou d'éventuelles propositions politiques, ce n'est pas le propos de ce soir, hein, moi je fais que de la philosophie ici, mais on a écrit, je fais partie d'un mouvement, d'un think tank en bon français, hein, un laboratoire d'idées, un mouvement ONG qui s'appelle le mouvement Utopia, et en septembre dernier, on a publié ce bouquin qui, là pour le coup, est une analyse politique, hein, qui s'appelle Migration, donc vous pouvez l'acheter en librairie, enfin chez Goulard à Aix, puisqu'il n'y a plus qu'une librairie, où ce soir, il y a quelques exemplaires. Et ici, ça coûte 4 euros. Et là, pour le coup, c'est une analyse politique, c'est-à-dire qu'on a pris un certain nombre d'idées reçues sur les migrations, qu'on a déconstruit pour voir est-ce que ces idées reçues sont pertinentes et justifiées ou pas, et des propositions pour aller au-delà de ces idées. Voilà. Mais ce n'est pas le propos de ce soir. Ce soir, c'est uniquement de la philosophie ou une analyse philosophique. Et j'ai intitulé mon propos Migration entre fantasme et réalité, parce qu'il m'est apparu qu'il existait une distorsion entre les réalités des flux migratoires contemporains, hein, je parle de ceux qu'on est en train de vivre, donc une distorsion entre la réalité de ces flux migratoires et la perception que peut en avoir le grand public. Et cette distorsion, elle est alimentée également et amplifiée, je dirais, par les médias, les hommes et femmes politiques lorsqu'ils s'expriment, etc. Et moi, cette distorsion me paraît alarmante parce qu'elle contribue, de mon point de vue, hein, à nourrir un certain racisme, une certaine xénophobie, en tout cas la peur de l'autre, et elle contribue également à influencer les politiques publiques en matière d'immigration. Politiques qui, alors par crainte de revers électoraux, hein, souvent les politiques se fondent plus sur la vox populi, hein, sur les sondages d'opinion, etc., que sur des réalités empiriques et objectives. Or, pour comprendre la question migratoire et pour pouvoir y répondre avec des propositions appropriées, ben, il est important de démêler le vrai du faux et de déconstruire justement ce qu'on a fait ici dans ce bouquin, de déconstruire les idées reçues et d'avoir une analyse rationnelle, distanciée et dépassionnée de ce sujet migratoire. Alors c'est quoi la réalité factuelle? Ben, la réalité, c'est qu'en Europe, depuis les années 2000, et plus sensiblement depuis 2015, à cause d'événements politiques qu'on connaît tous en Syrie et au Proche-Orient, le drame des migrants aux frontières n'a cessé d'augmenter. Hein, les chiffres, j'ai noté là quelques chiffres, qui sont ceux... Alors tous les chiffres que je vais vous donner, dont je parlerai ce soir, sont soit des chiffres officiels de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, soit des chiffres, pour ce qui concerne la France, de l'INED, qui est l'Institut national des études démographiques. Donc, je cite mes sources. Donc, entre 2000 et 2018, il y a 35 000 personnes, alors j'ai arrondi à 35 000, là c'est 35 000 et quelques-uns, 35 000 personnes qui ont trouvé la mort en Méditerranée. 35 000 quand même, entre 2000 et 2018, et dont environ la moitié, c'est-à-dire 17 000, seulement entre 2014 et 2018. Dans ces 4 années-là, 17 000 personnes qui ont péri en Méditerranée. Alors, ces chiffres sont de 2018 parce que les chiffres officiels de 2019 ne sont pas encore disponibles, enfin en tout cas pas auprès de l'INED et de l'ONU.
Donc, la réalité, c'est ça. Et cette réalité, ça fait naître une idée reçue totalement absurde, selon laquelle l'émigration, les plus loin migrations, hein, serait un phénomène nouveau. Les gens ont l'impression que c'est là, c'est un phénomène nouveau, avant on n'entendait pas parler, etc. Et du coup, ils pensent que c'est un phénomène nouveau, alors que les grandes vagues migratoires, elles ne sont pas propres à notre époque. Hein. Les migrations, alors que ce soit des migrations volontaires ou subies, hein, c'est-à-dire voulues ou forcées, ont de tout temps existé. Il suffit pour ça de regarder l'histoire. Le phénomène migratoire est même à l'origine du peuplement de toutes les régions de la planète. Hein. Les anthropologues et les ethnologues ont bien démontré que c'était des phénomènes migratoires d'Afrique vers l'Europe et l'Asie qui ont fait le développement de l'humanité au moment de la préhistoire. Mais même plus près de nous, en 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique. Il y a un grand phénomène migratoire, volontaire d'une part de la part des Européens, hein, qui vont chercher fortune ou chercher des richesses en Amérique, que ce soit en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud. Donc c'est migrations volontaires, mais aussi des migrations forcées, puisqu'on va développer tout un esclavage et transporter des gens d'Afrique. Donc vous voyez que ce phénomène migratoire, il n'est pas apparu comme ça en génération spontanée en l'an 2000, où il a existé depuis que l'humanité existe. À tel point d'ailleurs que j'ai noté ici l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 stipule, il y a 2 alinéas dans cet article. Premier alinéa, toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Article 2, enfin alinéa 2 de l'article, toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Donc vous voyez bien que ça signifie, suivant cet article, que chaque homme, alors je le précise chaque fois pour les dames, quand je parle de chaque homme, c'est le terme générique humain, hein. Mais c'est plus facile pour moi de dire chaque homme que chaque humain. Mais ça comprend les femmes, évidemment. Donc ça signifie que chaque homme est libre de circuler à l'intérieur de son propre pays comme à l'extérieur et de choisir où il veut vivre sans que ça pose problème, puisque c'est marqué dans la Déclaration des droits de l'homme. Mais malgré tout, les tensions internationales, hein, et les conflits qui en découlent de ces tensions, tout comme d'ailleurs le dérèglement climatique et ses conséquences, font apparaître la question migratoire comme un problème, alors que ça ne devrait pas l'être, puisque ce n'est pas un problème dans la déclaration. Mais là, ça apparaît comme un problème, et en développant le sentiment qu'on va être envahi par tous ces demandeurs d'asile et autres réfugiés. Mais qu'est-ce qu'il en est réellement ? Il faut savoir de quoi l'on parle déjà, et c'est-à-dire de définir les termes. Alors j'avais fait une photocopie, mais enfin pas une photocopie, j'avais imprimé un truc, mais comme un idiot, je l'ai laissé dans mon imprimante. Mais je vous demande de me croire sur parole. J'ai été sur le site de l'ONU. Il y a un document simplement des définitions, hein, les définitions des termes des flux migratoires. Il y a 13 pages. J'ai imprimé, fait 13 pages de définitions. Et tous les pays ou tous les organismes ne s'accordent pas sur les définitions. Et simplement, celui que je n'ai pas oublié, c'est celui-là, simplement sur la définition de migrant, vous voyez, il y en a 3 pages. Alors je ne vais pas toutes vous les lire, hein, mais on définit ce qu'est un migrant, ce qu'est un migrant économique, c'est un migrant en situation régulière, en situation irrégulière, environnementale, etc. Bon, donc, les organismes essayent de définir précisément qu'est-ce qu'on entend par un migrant, qu'est-ce que c'est un émigré ou un immigré. Voilà, donc vous voyez qu'il faut définir ces termes. Et les termes donc, sont multiples pour qualifier les migrants, parce que dans certains cas, il peut s'agir de demandeurs d'asile ou de réfugiés, et dans d'autres de migrants économiques, comme on a vu, ou climatiques. Et du coup, les mots
suivant les mots qu'on emploie, ben, ça a des conséquences juridiques sur le statut qu'on va accorder à ces personnes-là ou qu'on ne va pas accorder. Donc il y a tout un débat sémantique là-dessus. Alors l'ONU, elle, comptabilise. Alors, j'ai pas beaucoup de diapositives, mais j'ai pensé qu'il était peut-être intéressant d'en montrer quelques-unes. L'ONU comptabilise comme migrants internationaux, et ça c'est le document de l'ONU sur les migrants internationaux. Alors pour l'ONU, un migrant international, c'est une personne, je vais le lire bien pour ne pas me tromper, ce sont les personnes qui sont nées à l'étranger, c'est-à-dire hors du pays où ils résident, ou à défaut de données disponibles, les ressortissants étrangers. C'est-à-dire, ça serait pour la France toutes les personnes qui sont nées hors de France ou qui sont des ressortissants étrangers. Donc ça, c'est-à-dire non nationaux du pays. Ça, c'est la définition de l'ONU. Mais la définition française de l'INED est un petit peu différente, ce qui fait qu'ils n'ont pas les mêmes chiffres. Alors la distorsion n'est pas énorme, mais en France, les études statistiques donc, de l'INED définissent comme immigré une personne née étrangère à l'étranger, c'est-à-dire que si elle est née française à l'étranger, elle n'est pas comptabilisée dans ce truc-là. Alors ils l'ont fait évidemment parce que comme la France était un pays colonial, ben, il y avait beaucoup, et il y a encore beaucoup de Français maintenant, enfin de moins en moins parce qu'on n'a pas de colonie et puis que ces gens-là disparaissent au fur et à mesure, mais il y a beaucoup de Français qui étaient nés à l'étranger et qui habitaient ici, ne serait-ce que les rapatriés d'Algérie par exemple, mais aussi d'autres en Afrique ou en Indochine, etc. Donc c'est pour ça qu'ils n'utilisent pas la définition de l'ONU, ils disent pour nous l'INED, c'est les personnes étrangères nées à l'étranger, et du coup ça exclut les Français qui sont nés à l'étranger, ou qui sont à l'étranger maintenant, et ça inclut les migrants qui ont acquis la nationalité française, ce que ne fait pas... Voilà. Alors, bon, mais la distorsion n'est pas très importante, mais quoi qu'il en soit, ici, là, sur ce... Vous voyez combien il y a d'étrangers qui ont migré et qui sont présents. Donc on voit qu'en tout, il y a 272 millions suivant l'ONU et 258 millions suivant l'INED, l'Institut démographique, qui sont des étrangers dans le pays où ils résident. Et vous voyez que la majorité de ces étrangers dans le pays où ils résident, ben, ils se situent en Europe et en Asie. En Europe, il y a 83 millions de personnes, un petit peu plus, et en Asie, 83 millions aussi, qui résident dans un pays sans en être des ressortissants. Mais alors que l'accent médiatique est souvent mis sur les migrations internationales des pays du Sud vers les pays du Nord. On dit toujours, ah oui, il y a un afflux de gens des pays du Sud vers les pays du Nord. Or, dans l'ensemble des migrations internationales, ça ne représente pas grand-chose, les migrations des pays du Sud vers les pays du Nord, parce que, pour l'instant, parce que la majorité des migrants africains, par exemple, ils migrent à l'intérieur de l'Afrique. C'est-à-dire, vous voyez, dans les 26 millions et des poussières là, qui sont étrangers en Afrique, c'est-à-dire que si je suis, je ne sais pas moi, Camerounais, je migre au Niger, donc je migre à l'intérieur de mon propre continent, mais pas à l'intérieur du pays. Et pareil, en France, enfin en Europe, sur les 82 millions d'étrangers, il y en a beaucoup qui migrent à l'intérieur de l'Europe. Et d'ailleurs, je vous montrerai un autre document tout à l'heure, où on s'aperçoit qu'en France, si on prend la situation particulière de la France, il y a à peu près sur l'ensemble des 7 millions et des poussières d'étrangers résidant en France, il y en a à peu près 40% qui viennent d'Afrique, c'est-à-dire Afrique du Nord, Afrique équatoriale, etc. Mais il y en a 40% qui viennent d'Europe. C'est-à-dire ils sont belges, allemands, espagnols, italiens, j'en sais rien, et ils sont installés en France. Beaucoup de Britanniques, d'ailleurs. Donc vous voyez que si on regarde les chiffres de manière objective et brutale, c'est pas souvent il y a une distorsion avec ce
ce que nous disent les médias ou ce qu'on a l'impression. Hein, mais une fois qu'on a réussi à définir la notion de migrant, il faut aussi savoir si on parle. Alors là, j'emploie des mots qui sont peut-être choquants en parlant de personnes, mais c'est les mots qu'emploient les démographes. Les démographes, ils travaillent sur des stocks d'individus et sur des flux d'individus. Donc il faut savoir si on travaille sur des stocks ou sur des flux. Là, en l'occurrence, on travaille sur des stocks, c'est-à-dire qu'ils ont compté. Les flux, c'est autre chose. Les flux, c'est-à-dire qu'on va travailler sur le déplacement et le flux migratoire, le solde migratoire, c'est la différence entre ceux qui entrent et ceux qui sortent. Hein. Le nombre d'immigrés par rapport à ceux qui émigrent, ça constitue le flux migratoire. Et on s'aperçoit qu'en France, le flux migratoire, il est relativement faible. Il est de 1,1. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement autant qui sortent que ce qui rentre, quoi. Et donc, je dois les avoir là, d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est les chiffres de la France. Bon, la source, hein, c'est l'INED 2018. C'est les chiffres de 2018. Vous voyez qu'en France, grosso modo, je le regarde sur mon truc parce que je ne vois pas là-bas, il y a 7 millions à peu près d'étrangers qui résident en France. Et vous avez, sur la patate de droite, là, le découpage entre la population quasiment étrangère, c'est-à-dire ceux qui sont non naturalisés, c'est-à-dire qui ne sont pas français et qui sont ici, ceux qui sont issus de l'immigration, c'est-à-dire qui sont français, ou des Français nés à l'étranger. Donc, vous voyez, vous avez toute la... Et voilà, en France, sur une population totale de 64 millions, alors là encore, hein, c'est les chiffres de 2015, parce que les chiffres du recensement qui a eu lieu, je crois que c'était l'année dernière ou en 2018, ils ne sont pas encore finis d'être traités, donc ils ne sont pas disponibles officiellement sur les dates. Mais ça n'a pas varié beaucoup, puisque 2015, justement, c'était l'année où il y a eu, on verra, le pic d'immigration à cause des événements en Syrie, etc. Donc vous voyez que 64 millions d'habitants en France à l'époque, presque 65, et 7,9 millions de population immigrée, ça fait 12%. Hein. Donc la France, elle est en population au 22e rang mondial, mais en population immigrée, elle est au 48e rang. Donc c'est pas terrible. Je veux dire, on n'est pas là à dire oh, il y a un flux migratoire, on n'est plus chez nous. Et je vous ai mis ici, pour qu'on puisse comparer, quelques pays européens. Je n'avais pas envie de tous les mettre. Hein. Alors celui où il y a le plus en flux, où il y a le plus de population immigrée, c'est au Luxembourg. Vous voyez, Luxembourg, ils ne sont pas nombreux, ils sont 560 et quelques mille, donc 168e au rang mondial des pays en termes de population, mais ils sont 46e, ils sont, 9e en termes d'immigration. Pareil pour l'Autriche, vous voyez, ou la Suède. Et après, on s'aperçoit que la France, elle est à peu près, vous voyez, il y a 12%, 12,3%, c'est à peu près le même taux que le Royaume-Uni, où il y en a un petit peu plus, mais c'est sensiblement égal hein, par rapport à la population, ou l'Allemagne. Et si on prend un pays comme les États-Unis, il y a beaucoup plus de population immigrée aux États-Unis. Hein, on s'aperçoit qu'il y en a 15%. Alors, les États-Unis, d'ailleurs, en nombre d'individus, c'est-à-dire en stock, c'est le pays qui abrite le plus grand nombre d'immigrés. Il y a 49,8, donc presque 50 millions d'immigrés, c'est-à-dire qu'un Américain sur 5 est immigré, c'est-à-dire non américain quelque part. Loin devant, les deuxièmes en termes de flux et en termes de pourcentage, mais qui sont loin en termes de valeur absolue, c'est l'Arabie Saoudite et l'Allemagne, où il y a 12,2 chacun, 12 millions d'immigrés, la Russie 11 millions, le Royaume-Uni 8 millions, etc. Et la France, il n'y a que 7,9 millions. Donc, vous voyez, on s'affole, on a l'impression, je ne sais pas, chaque fois qu'on entend les médias que c'est terrible. Et puis les politiques, ils jouent là-dessus. Hein. Ils jouent là-dessus. Mais pour l'ensemble de l'Europe, il y a 512 millions, toujours les chiffres
512 millions d'habitants, et au 1er janvier 2018, c'est le chiffre qu'on a ici, sur ces 512 millions, il y avait 22 millions de citoyens non européens, soit, je parle de citoyens non européens, pas d'étrangers, soit 4,4% de la population. Tout le reste des étrangers, c'était des gens qui avaient migré à l'intérieur de l'Europe. Mais de migrants non européens, il n'y en avait que 4,4%. C'est pas énorme, quoi. Voilà. Alors, oui, il y a un truc. Ce qu'il faut garder à l'esprit, vous avez vu la patate tout à l'heure avec les 7,9 millions d'étrangers. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a quand même 2,5 millions de Français qui vivent dans d'autres pays, c'est-à-dire qui sont migrants aussi dans l'autre sens. Donc, voilà la situation de la France. Vous voyez ici la répartition des étrangers en France. Vous voyez que le gros, c'est l'Afrique, je crois qu'il y a en rose là, et l'Europe, c'est en vert. Vous voyez, l'Europe et l'Afrique, ça représente. En France, ça, c'est particulier à la France. L'Europe, le nombre d'étrangers venant d'Afrique et le nombre d'étrangers venant d'Europe est à peu près équivalent en France. Et puis, il y a en bleu-gris, là, c'est les Asiatiques. Et puis, en marron, la petite part du camembert, là, ce sont viennent des Amériques ou d'Océanie. Vous voyez, ici, alors là, on ne voit pas bien parce que c'est derrière le machin, mais ça vous donne par pays et par continent. Vous voyez que l'Afrique, la répartition des étrangers en France par nationalité, il y a 42% d'Africains, il y a 37,1% d'Européens, 13% d'Asiatiques et 6, et des poussières 5% Amérique et Océanie. Donc vous voyez, c'est ce que représentait le diagramme avant. Le gros des étrangers vivant en France viennent ou d'Afrique ou d'Europe. Et alors, il y a deux populations parmi les pays africains. Si je prends, alors je ne vais pas tout, vous les avez ici, on pourra en parler à la fin parce que je ne veux pas passer la soirée sur les chiffres, mais quand même on s'aperçoit que qui viennent d'Algérie, des Algériens vivant en France, il y en a 11% par exemple, ce qui est exactement le même chiffre que les Portugais. Il y a autant de Portugais que d'Algériens qui vivent en France aujourd'hui. Donc, voilà, alors bon, jusqu'ici, on s'est intéressé à ces chiffres et à ces données quantitatives. Ici, vous avez le flux migratoire, c'est-à-dire qu'en gris, ce sont ceux qui entrent, en brun, en marron, ceux qui sortent, et la courbe noire avec les points, c'est le flux migratoire, c'est-à-dire la différence entre les entrées et les sorties. Voilà. Mais depuis quelques années, parce que là, on n'a vu que des notions quantitatives, et ce qui n'est pas la tasse de thé du philosophe, mais il faut quand même réfléchir à ces notions quantitatives pour pouvoir comprendre le phénomène. Mais on a rajouté, depuis quelques années, des notions qualitatives, comme par exemple les migrants politiques. Alors que ce soit pas à cause de guerre ou de persécution, on s'est aperçu, par exemple, qu'en 2015, il y avait plein de gens qui venaient de Syrie ou du Proche-Orient ou d'Irak. Il y avait la guerre chez eux. Et là encore, une idée reçue qui n'est pas du tout vraie. On a toujours l'impression que c'est des misérables qui arrivent à nos frontières. Mais c'est faux. Les gens qui fuient des guerres, que ce soit des Syriens ou des Irakiens ou des Iraniens qui fuient des persécutions qui arrivent ici, ce sont des gens qui ont de l'argent et qui sont éduqués. Parce que le pauvre, qui est smicard dans son pays et qui n'a pas d'éducation, il n'a pas de quoi payer un passeur, il n'a pas de quoi... Donc, les gens qui viennent de là, alors je n'ai pas fait les statistiques parce que je ne voulais pas vous en abreuver, mais on peut aller le voir sur les sites par profession, il y a beaucoup, ou par niveau d'études, il y a beaucoup de médecins, d'avocats, etc. C'est eux qui migrent,
parce qu'ils ont l'argent pour payer les passeurs et venir. Alors, évidemment, quand ils arrivent ici, ils sont mal rasés, ils sont pouilleux, etc., parce qu'ils ont fait la traversée dans des conditions difficiles. Et alors, on se dit, ah oui, mais c'est des pauvres, c'est des misérables. Pas du tout, pas du tout. Donc, ça, c'est une idée reçue sur laquelle il faut combattre aussi. Hein, donc, il y a ces migrants persécutés, puis il y a les migrants économiques, hein, où on vous dit, ah, ces gens-là, ils viennent, j'entends toujours, ils viennent parce qu'il y a la sécurité sociale ou que les soins sont gratuits. Ben, c'est bien que le type qui arrive du Cameroun ou d'Éthiopie, moi-même j'ai du mal à comprendre tous les systèmes d'aide, etc. Le gars, il n'en sait rien du tout. Il vient pour se sauver, pour sauver sa vie, parce qu'il risque la mort dans son pays, soit par persécution, soit par famine, etc. C'est pour ça que les gens y viennent, c'est pas pour le plaisir. Je ne connais pas de gens qui quittent leur pays, leur famille, leurs amis, juste par plaisir. Oui. Donc tout ça, c'est des... Puis récemment, alors évidemment, il y a les migrants climatiques. Alors ça, c'est un autre sujet. Et cette dernière notion de sujet, de réfugié climatique ou environnemental, ça, ce n'est pas un simple fantasme qui est sorti de l'esprit de militants écologistes. Hein. Ça recouvre une réalité, et là, il y a des projections. Je n'ai pas récupéré les transparents, là, enfin les slides, mais vous les avez sur le site des Nations Unies et sur le site, sur le site des Nations Unies essentiellement, pas sur celui de l'INED. Ça recouvre une réalité, et il y a des estimations qui ont été faites par l'ONU indiquant que le problème climatique, le problème du réchauffement climatique, ça va induire des déplacements de population et que c'est une mobilité forcée, hein, quelque part, et ça devrait, suivant leurs prévisions, pousser 250 millions de personnes à quitter leur lieu de vie d'ici à 2050. Et là, pour le coup, effectivement, c'est une migration des zones tropicales ou vers des zones tempérées. Peut-être même que nous-mêmes, on sera amené à aller habiter en Bretagne ou en Suède, hein, si la vie n'est plus possible ici. Donc l'idée, toute cette discrimination qualitative, ça fait que l'idée reçue qui est véhiculée par les médias et par les politiques aussi, voudrait qu'on met dans l'esprit des gens qu'il est légitime d'accueillir les réfugiés de guerre ou ceux qui fuient les persécutions, parce que on est des humanistes, etc., donc on ne va pas laisser les gens mourir, et que les autres migrants, en particulier les migrants économiques, ben ceux-là, ils ne doivent pas bénéficier du statut de réfugiés. Alors, on entend souvent dire, même d'ailleurs pour les réfugiés politiques, hein, on entend souvent dire, ben, s'il y a la guerre chez eux, ils ont qu'à se débrouiller, nous on n'y est pour rien. J'ai même entendu, il y a quelques années, dans un bistrot, j'aime bien aller dans les bistrots, moi, pour quelqu'un qui disait, ça m'avait horripilé, j'essayais de lui expliquer, mais il n'a pas voulu entendre, qui disait, vous savez, quand il y avait l'afflux de Syriens, il disait, oui, mais la différence, alors, il faisait un discours comme ça pour les autres gens du bistrot, évidemment, il disait, oui, mais la différence, c'est que nous, quand les Allemands nous ont attaqués, on a résisté, alors qu'eux, ils s'enfuient. Et j'ai dit, mais attendez, il faut regarder un peu l'histoire. D'abord, les résistants, ils n'étaient pas si nombreux que ça. Surtout avant 1943, il n'y en avait pratiquement pas. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, vous semblez oublier quand même que quand les Allemands sont arrivés, ils sont arrivés sur le front de l'Est et du nord de la France, et qu'il y a eu un déplacement de population. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu le film Jeux interdits, vous vous souvenez. Eh bien, les gens, ils se sont précipités pour les routes pour foutre le camp, bien sûr. Et d'ailleurs, vous allez dans le Périgord, il y a beaucoup encore maintenant d'Alsaciens qui se sont installés là-bas. Parce qu'ils... Donc, vous voyez, les idées reçues stupides, ils sont foutus le camp. Évidemment, moi, si demain je prends des bombes sur la tête et que j'ai les moyens de m'échapper avec mes enfants, je vais le faire. Hein. Je ne vais pas rester... Vous voyez, donc, il y a plein d'idées reçues comme ça qu'il faut analyser. Mais... Pour autant, je pense qu'il ne faut pas se satisfaire d'une distinction trop nette entre les migrants politiques et les migrants économiques. Même s'il y a une différence de degré à prendre en compte dans les deux cas, il n'y a pas pour moi de différence vraiment de nature. C'est une différence de degré simplement. Et la question qu'il faut se poser, et là j'en arrive au point de vue philosophique qui nous intéresse,
pour moi, la question qu'il faudrait se poser, c'est qu'est-ce que ça signifie être français? Et par voie de conséquence, si on retourne la question, qu'est-ce que ça signifie être étranger? C'est ça la vraie question. Parce que si on fait un peu d'étymologie, le mot étranger lui-même, ça vient du latin, hein, extraneus. Et extraneus, ça veut dire du dehors, extérieur. Donc ce qui est extérieur, c'est là, l'étranger, c'est ça. Et par extension, évidemment, extérieur, c'est celui qui n'est pas de ma famille ou pas de mon pays, etc. Et on retrouve ce mot d'étranger, il est relativement récent dans les textes, en France en tout cas, on le retrouve à partir du XVIe siècle dans les siècles. Et n'oublions pas que la notion d'État, elle émerge en Europe qu'à partir du XVe et du XVIe siècle. Avant, on ne parle pas d'État. Hein. C'est avec l'émergence des monarchies absolues, due au mercantilisme, due à la découverte de l'Amérique qui a fait qu'on s'est constitué en monarchie et en État. Au départ, d'ailleurs, les États principaux d'Europe, les monarchies, c'était la France et l'Espagne. Et puis, le Royaume-Uni, un petit peu plus tard. L'Angleterre, en tout cas, ce n'était pas encore le Royaume-Uni, excusez-moi. Le Royaume-Uni, c'est 2 siècles plus tard. Mais donc, c'est là où se forment les États. Avant, on ne parlait pas d'État. Donc, l'histoire de France, telle qu'elle nous est enseignée, enfin, au moins à ceux de ma génération, je vois qu'il y en a quand même pas mal ici qui sont de ma génération ou à peu près, mais je ne sais pas, maintenant il faudra demander, je vois qu'il y a un jeune homme, lui demander comment est enseignée l'histoire de France aujourd'hui, mais telle qu'elle nous a été enseignée, elle contribue à entretenir chez beaucoup d'entre nous l'idée d'une France éternelle avec des frontières qui auraient été définies depuis l'Antiquité et qui n'auraient pas bougé, et même avant. Alors là, je me suis amusé, je vous ai fait un petit truc. Vous avez tous lu les bandes dessinées d'Astérix. Ben, il y en a une qui s'appelle Le Tour de Gaulle. Et alors, sur la page de garde des bandes, j'ai fait un scan là, de la page de garde des bandes dessinées d'Astérix. Ben, vous voyez que la France, elle a exactement le contour actuel. Et quand Astérix et Obélix ils partent faire leur tour de Gaulle, ben ils partent et puis ils font l'Alsace, ils vont même jusqu'en Corse, alors que, et ils font le tour comme ça, au sud-ouest, ils vont dans le sud-ouest, etc. Mais tous ces pays-là, ben, ça n'avait rien à voir avec la Gaule de l'époque, ou du moins la Gaule d'avant la guerre des Gaules. La Gaule d'avant la guerre des Gaules, c'était ça. C'est-à-dire que c'est la petite patate qui est au milieu où il y a écrit Gallia Celtica. C'était ça, la Gaule. Le reste, l'Aquitaine là-bas, c'était pas des Gaulois, ni des Celtiques. Les provinces romaines, nous, ici à Aix, on ne faisait pas partie de la Gaule. Et puis au nord, il y avait la Gaule belge, mais qui n'a rien à voir. Ce n'était pas des Celtes, là, pour le coup. Voilà. Et tout le reste, ce n'était pas la Gaule. Vous voyez que la Suisse, par contre, en faisait partie. Donc, on nous a appris des frontières françaises et on nous a véhiculé un imaginaire qui nous laisse croire que nos ancêtres les Gaulois, ben, ils avaient exactement les mêmes frontières que nous. Et d'ailleurs, on nous disait, nos ancêtres les Gaulois, vous vous souvenez, hein, mais les frontières, c'est des constructions humaines. Hein. Ça change au gré de l'histoire, au gré des conquêtes, des trucs. C'est pas quelque chose qui est immuable ou naturel, une frontière. Et alors, nos ancêtres les Gaulois, justement, moi, quand j'étais enfant, on m'enseignait nos ancêtres les Gaulois. Mais nos ancêtres les Gaulois, on l'enseignait aussi aux enfants des départements et territoires d'outre-mer. D'ailleurs, le petit haïtien, vu que ça fait partie de la France, ou le petit réunionnais, ou le petit guadeloupéen, ou même à l'époque, vu qu'on était un empire colonial, enfin une nation coloniale, ben, des petits Africains de notre empire colonial, ou des petits Algériens, ben, on leur disait nos ancêtres les Gaulois. Et on avait tous l'impression comme ça que... Mais si je prends ici, je ne sais pas combien on est, 80 dans la salle, 70, hein, nos ancêtres les Gaulois, si dans cette salle à peu près, combien il y en a qui pourraient dire nos ancêtres les Gaulois? Hein? Parce qu'au-delà de nos grands-parents, et de nos ascendants, ceux qu'on a connus,
Hein, moi, je n'ai pas connu mes arrière-grands-parents, mais nos grands-parents, à la limite, nos arrière-grands-parents, mais au-delà, on ne sait pas grand-chose. D'autant que ces ancêtres-là, ils se multiplient en progression géométrique. C'est-à-dire que j'ai un père et une mère, donc déjà, il faudrait qu'ils soient du même coin, mais après, ils ont chacun un père et une mère, et ainsi de suite. Donc, si vous montez au bout de 3 générations, sur les 48, non, ça doit être toujours... oui, 48, ça doit être bon. Hein, 16, 32, non, 64. Sur les 64 qui a un niveau, et sur les 128 après, est-ce qu'ils étaient tous gaulois? J'en sais rien, moi. Enfin, pour ce qui me concerne, je pense qu'ils ne l'étaient pas. Hein. Alors, ça me fait revenir à la notion philosophique d'étranger. Qu'est-ce que c'est l'étranger? L'étranger, alors, ça serait celui qui n'a pas les mêmes ancêtres. C'est-à-dire, tous ceux qui n'ont pas d'ancêtres gaulois, on va considérer qu'ils sont étrangers. Ou qui n'ont pas la même histoire, peut-être. Ou qui n'ont pas la même langue, parce que la langue est importante aussi. Hein. Et finalement, on en arrive à ce qu'on entend dans la bouche de certains de nos politiques, c'est ceux qui ne seraient pas des Français de souche. Comme si on était des arbres, vous savez. Moi, à part les arbres qui ont une souche, mais tout le reste, on se déplace. C'est idiot. Il n'y a rien de plus stupide que parler d'un Français de souche. Mais c'est quoi un Français de souche? D'abord, combien de générations il faut pour être un Français de souche? Hein? Bon, je suis sûr, pour revenir à nous, là, que si on fait sortir de la salle tous ceux dont les ancêtres ne sont pas gaulois, et tous les ancêtres, c'est-à-dire que les 128 au niveau 3, là, il faut qu'ils soient tous gaulois. Hein. Donc si vous n'êtes pas dans ce cas, vous sortez de la salle. Il ne va pas rester grand monde dans la salle. Hein. Il ne restera déjà pas moi, je pense. je serai viré. À ce propos, d'ailleurs, on parlait qui ont la même langue, qui ont la même histoire. Mon grand-père paternel, il était né en 1901, donc il y a un peu plus d'un siècle, 120 ans, dans un village des Basses-Alpes. C'était un Bas-Alpin, un Gaveau. Et il me racontait, 1901, c'était il n'y a pas longtemps finalement, hein, et puis c'était mon grand-père, quelqu'un que j'ai connu, que j'ai fréquenté, il me disait qu'il avait appris le français à l'école. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans, dans son village de Basses-Alpes, il ne savait pas parler français. Alors je lui disais, mais Pépé, tu parlais quoi? Il parlait provençal. Parce que dans la majorité des régions françaises, malgré l'édit de Villers-Cotterêts, l'édit de Villers-Cotterêts, vous vous souvenez, il date de 1539, où on a dit, tous les actes maintenant, on va les rédiger en français. Mais c'était les actes officiels. Mais vous pensez bien que le paysan des Basses-Alpes ou de Bretagne ou d'Alsace, ils s'en foutaient de l'acte officiel. La plupart du temps, ils ne savaient pas lire ni écrire, donc, et ils continuaient à parler sa langue vernaculaire, c'est-à-dire la langue qu'ils pratiquaient au quotidien pour échanger avec ses copains. Et jusqu'au XXe siècle, la majorité des gens, ils parlaient dans leur langue locale. Et je vous dis, mon grand-père m'a dit, moi j'ai appris le français à 5 ans en entrant à l'école. C'était l'école de la République. Et c'est l'école de la République d'ailleurs qui a fait qu'on a interdit aux enfants de parler leur langue pour parler le français dans un but d'une unité républicaine qui peut se concevoir et jacobine. Donc il fallait que tout le monde parle. Alors, du coup, le français, l'étranger, on a dit, alors c'est celui qui n'a pas la même langue, mais à ce moment-là, il y en avait beaucoup, et pourtant, ils sont tous allés mourir sur le front à la guerre de 14, hein, même s'ils parlaient breton ou s'ils parlaient provençal. Donc, c'est pas ça qui faisait l'unité, quand même. Qu'est-ce qui fait l'unité et qu'est-ce qui fait qu'on est un étranger? Est-ce que, par exemple, les tirailleurs sénégalais qui allaient mourir à Verdun et qui faisaient partie d'une colonie française, est-ce qu'ils étaient étrangers ou est-ce qu'ils étaient français? Vous voyez que la notion d'étranger, elle n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Et alors celui qui, s'il n'est pas français de souche, alors on parle maintenant, parce qu'il y a toujours des éléments de langage, vous savez, on dit, mais non, mais alors c'est des Français issus de l'immigration. Alors, vous l'avez entendu, ça y est. Donc il y a les Français de souche. Bon, nous ici, on n'est pas Français de souche pour la plupart. Donc on serait Français issus de l'immigration. Alors, issus de l'immigration, bien sûr, dans le langage courant, y compris celui des médias,
ça veut dire originaire souvent d'un pays non occidental. D'ailleurs que parmi issus de... je sais pas moi, un Belge, il est moins issu de l'immigration, par exemple, qu'un Camerounais, hein, on va dire. Enfin, celui qui a... Mais ils sont français tous les deux. Mais, et d'ailleurs, il ne viendrait jamais à l'esprit, quand on parle de Français issus de l'immigration, ça ne viendrait jamais à l'esprit des médias, des politiques, et peut-être même de nous d'ailleurs. Français issus de l'immigration, qu'est-ce que vous voyez dans votre tête? Ben, c'est rare que vous voyez un Anglais, un ressortissant du Royaume-Uni. Pourtant, il y en a plein hein, dans le Périgord, ou d'origine hongroise. Hein. Je pense à Sarkozy, par exemple. On ne lui dit jamais qu'il est français issu de l'immigration. Alors, donc, français issu de l'immigration, ça voudrait dire qu'ils viennent d'un pays non occidental. Et moi, je me pose une question, d'ailleurs. Hein, parce que la mère de mes enfants, je vous parle... C'est pour illustrer hein, que je parle de ma vie personnelle, mais c'est pour alimenter le débat philosophique. Il se trouve que la mère de mes enfants, elle n'est devenue française qu'à l'âge adulte, par naturalisation. Elle a été naturalisée, donc elle est devenue française. Mais à la base, elle n'était pas. Alors du coup, je me pose la question, du coup, nos enfants, on a des enfants, hein, et même des petits-enfants, mais du coup, nos enfants, ils sont nés en France, mais est-ce qu'ils sont français de souche ou français issus de l'immigration? C'est une question quand même qu'on peut se poser. Et on voit bien alors que la notion d'étranger, elle doit être distinguée et elle ne recouvre pas exactement celle d'immigré. Puisqu'on peut être étranger sans jamais avoir migré. Hein, c'est le cas des personnes qui sont nées dans un pays mais qui n'en ont pas acquis la nationalité. Par exemple, la mère de mes enfants, si elle ne s'était pas fait naturaliser, elle aurait gardé sa nationalité. Donc, non, elle, c'est un mauvais exemple, puisqu'elle avait émigré. Mais on peut imaginer, par exemple, que, je ne sais pas moi, un enfant qui serait né en France de parents allemands ou britanniques ou camerounais et qui garde la nationalité de ses parents, ben, il serait étranger alors qu'il n'aurait jamais migré. Il est né ici et il n'a pas bougé. Et à l'inverse, on peut être immigré, mais pas étranger. C'est le cas des personnes qui sont nées étrangères et qui se sont installées dans ce pays et qui se sont fait naturaliser. Hein, le cas de la mère de mes enfants. Elle est immigrée, mais elle n'est pas étrangère, puisqu'elle a une carte d'identité française. Alors, du coup, mes enfants, je ne sais plus s'ils sont français de souche ou s'ils sont français issus de l'immigration. Alors, du coup, heureusement, il y a un journaliste qui m'a quasiment donné la solution, puisque lui, il a parlé des Français issus de la diversité. Alors ça, c'est une autre notion. Hein. En tant que philosophe, on aime bien essayer de se masturber les méninges sur les notions. Donc Français de souche, déjà, je ne sais pas très bien définir. Français issus de l'immigration, Français issus de la diversité. Qu'est-ce que ça désigne, la diversité? Sinon, dans l'imaginaire populaire, ça désigne en réalité tout ce qui n'est pas blanc. La diversité, c'est le non-moi du blanc, en fait. Le non-moi du blanc, ou l'autre du blanc, pour reprendre l'expression de Lévinas, l'autre du blanc, ça serait le français issu de la diversité. Mais du coup, célébrer la diversité, c'est-à-dire se réjouir de la diversité, avec toutes les meilleures intentions du monde, hein, ça revient quand même à présenter implicitement la blancheur comme une norme, dont celle-ci serait l'heureuse déviance. Hein, celui qui est pas blanc, le pauvre, il est issu de la diversité, mais on l'aime quand même. Hein. Mais c'est une déviance quand même. Et pourtant, en France, la France qui est un pays d'immigration par excellence, hein, si on regarde la carte qui est là-bas, qui date de la guerre des Gaules, hein, c'est la carte de César, hein, juste avant la guerre des Gaules, ben, si on regarde la carte et la carte maintenant de la France, et je parle là que de la France métropolitaine, hein, il faudrait rajouter la Corse, qu'on ne voit pas ici. Mais la Corse est devenue française, elle a été rattachée à la France que récemment, pareil que d'ailleurs le comté de Nice, ou la Savoie, ou la Réunion, ou la Guadeloupe, la Martinique. Donc, mais restons même
sur la France métropolitaine, même là, comment dire, je dirais que la différence et la diversité, ça n'a jamais constitué, pour la France, telle qu'on la voit, pas sur cette carte, mais ça n'a jamais constitué un obstacle, une faiblesse. Et au contraire, ça a été une source de vigueur, de renouvellement intellectuel, et surtout une source de construction de notre pays. La France, telle qu'on la connaît aujourd'hui, hexagonale, etc., elle s'est construite avec des migrants, des gens. Et si on enlève... Alors évidemment, quand ça nous arrange, on ne dit pas que c'est... Par exemple, Marie Curie, on ne va pas dire qu'elle était polonaise. Hein. C'était une bonne Française. Elle a été prix Nobel. Elle aurait été mineure dans le Nord, comme il y a beaucoup de Polonais, on aurait dit elle est polonaise. Mais là, elle a été prix Nobel, donc elle était française. Je prends l'exemple de Marie Curie, mais essayez de voir, il y en a un paquet comme ça, hein, qu'on s'approprie parce que ça nous arrange. Donc vous voyez que entre les Français de souche, Français d'immigration, Français de la diversité, etc., on a du mal quand même à définir ce qu'est l'étranger. Surtout que l'étranger, quelque part, si on prend la définition du dictionnaire Larousse, alors je l'ai noté quelque part pour ne pas dire de bêtises, voilà, dictionnaire Larousse, la définition d'étranger, c'est celui qui est différent, qui est étrange. Hein, étranger, il est étrange, il est différent, il est étrange. Alors pourquoi il est étrange? Alors le dictionnaire Larousse, il dit, c'est celui qui est bizarre, c'est qui s'écarte de l'usage commun, qui surprend par son étrangeté, qui est insolite. Donc l'étranger, c'est celui qui est bizarre parce qu'il ne nous ressemble pas, parce qu'il n'a pas les mêmes coutumes, il n'a pas les mêmes mœurs. Alors on va pointer cette bizarrerie. Hein, au lieu de la fondre, on va la pointer. Et du coup, on entend dire, toujours, j'aime bien écouter les journalistes, parce que ça dénote quand même l'imaginaire des gens. Les journalistes, ils ne font qu'être un peu les miroirs de ce qu'on est tous, même dans leurs bêtises. Ils nous renvoient à notre propre bêtise. Et ils disent, par exemple, on entend dire les musulmans, pour parler des Maghrébins, essentiellement, des Algériens, des Tunisiens ou Marocains qui vivent en France, on dit les musulmans. Mais par contre, j'ai jamais entendu les journalistes pour parler, dire par exemple les catholiques, ou les protestants, ou les chrétiens même, ils pourraient dire, puisqu'on dit les musulmans, ils pourraient dire les chrétiens. Pour ceux qui ne sont pas... Hein, on pourrait... Donc... c'est curieux quand même de définir comme ça. Alors d'autant plus que ça serait regrouper des gens sous une étiquette sans tenir compte de leurs différences. C'est ce qu'avait voulu faire sous la présidence de Nicolas Sarkozy il y a quelques années. Je ne sais plus lequel était le Premier ministre à l'époque. Il s'était dit, ah mais non, le problème des musulmans, on va le résoudre parce qu'on va créer un genre de consistoire là, de trucs, et tous les musulmans, ils vont gérer tous les musulmans de France. Alors moi, j'avais écrit une lettre à l'époque à mon député en disant, oui, tout ça c'est bien beau. Parce que oui, l'idée de Sarkozy, c'était de dire, les chrétiens, on sait, il y a une église, donc il y a un chef. Musulmans, il n'y a pas de chef, donc on va les regrouper comme ça. Et il dit oui, mais sauf que l'Église, elle n'est pas regroupée, enfin les chrétiens, ils ne sont pas regroupés en une seule Église. Tu as des catholiques, des protestants, des machins, donc tu ne peux pas dire à un protestant, ton chef c'est le pape, quoi. Il va se vexer le mec. Et bien les musulmans, c'est pareil. Lui, il voulait qu'il y ait un seul chef qui représente tous les musulmans, mais il oubliait que dans les musulmans, tu as des chiites et des sunnites déjà, et puis à l'intérieur des chiites, tu as encore plein, tu as des alaouites, et pareil pour les sunnites. Donc c'est une vue de l'esprit. Mais ça ne peut pas être regroupé comme ça. Et pour moi, la première des règles de laïcité, qui est si chère à nos concitoyens et qui m'est chère, est-ce que ça ne serait pas de cesser de déterminer une catégorie de Français en rapport à ses croyances, ses origines proches ou lointaines? Pour moi, un mec qui est français, il est français. Je m'en fous de savoir s'il est musulman, chrétien, juif, adhérent du Parti communiste ou... Hein? Donc,
ça serait déjà un bon truc de faire cet effort intellectuel, d'aller au-delà d'une catégorisation, de mettre... parce que là, on se dirige vers une forme de communautarisme à ce moment-là. Et un communautarisme qui risque de diviser plutôt que de rassembler. Hein. Et la meilleure manière, de mon point de vue, de lutter justement contre le racisme ou la xénophobie, ça serait sans doute de se montrer un peu indifférent au passé des gens, au passé des individus, et de s'intéresser à leur présent et peut-être à leur futur, plutôt que de... Enfin, je ne sais pas, c'est une idée, parce qu'un pays qui a peur de son avenir finit par penser qu'à son passé. Hein, et on l'entend chez les hommes politiques, hein, ils sont tous sur le passé de la France, hein, grande nation, machin, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, moi ce qui intéresse mes petits-enfants, c'est pas de savoir qu'il y a eu la Révolution française ou que Louis XIV était roi, etc. C'est important pour leur culture, c'est important. Mais ce qui les intéresse au quotidien, ce qui nous intéresse au quotidien, c'est leur futur, c'est leur vie. Et leur vie, elle est devant, elle n'est pas derrière. C'est pas la vie. Hein, vous voyez. Donc, voilà, il faudrait avoir un peu moins peur du futur pour s'intéresser au passé. Et les Occidentaux en général, hein, les Français en particulier, mais les Occidentaux sont aveugles à leur propre ethnocentrisme. On est une communauté en Europe assez ethnocentrée. Et on est tellement content de ce que nous sommes, finalement, et surtout tellement peureux de prendre ce que je disais lors de la dernière conférence sur Lévinas, et je reprends les mots de Lévinas, de prendre le risque de l'autre. Voilà. On a peur de prendre le risque de l'autre. Parce que, et du coup, notre vie, républicaine, démocratique, etc., peut-être qu'elle marche un peu au ralenti à cause de ça. Hein. Dans d'autres cadres, avec la Bibliothèque Méjeanne, on fait un cycle de philosophie politique où on s'intéressait justement à savoir qu'est-ce que c'est la démocratie, comment ça fonctionne, est-ce que c'est une dynamique, est-ce que c'est quelque chose de figé. Et on s'aperçoit qu'on est enchaîné un peu à nos préjugés, à nos habitudes, à nos goûts, à nos peurs. Et c'est tout juste si tous ces démons nous font tolérer l'autre. Alors, dans la conférence sur Lévinas, d'ailleurs, j'avais dit que... j'avais rappelé l'étymologie du verbe tolérer. Hein. Tolérer, ça vient du latin, hein, tolerare. Hein. Tolerare, en latin, c'est supporter. Donc, le verbe tolérer, c'est supporter l'autre, au sens de souffrir la présence de l'autre. Et du coup, la notion de tolérance, elle induit une notion d'autorité, un rapport de force entre celui qui est souffert et celui qui souffre. Et c'est pourquoi on doit, et Lévinas, dont j'avais parlé, était très pointilleux sur ce point-là, on doit parler de respect de l'autre plutôt que de tolérance. Parce que dans la tolérance, il y a ce caractère inégalitaire. Voilà. Et parce que vivre ensemble, puisque le but de tout ça, c'est de faire société, c'est quand même de vivre ensemble, avec tous ces humains qui nous entourent et qu'on n'a pas choisi. Moi, je n'ai pas choisi de vivre avec vous, etc. Il se trouve que c'est comme ça. Mais on est bien obligé de vivre ensemble, on doit faire société. Et vivre ensemble, c'est pas comme on n'est pas du bétail, c'est pas paître dans le même enclos. C'est pas ça, vivre ensemble, c'est pas paître au même endroit. C'est pas non plus tout mettre en commun, hein, mais c'est mettre en commun des paroles et des pensées. Et c'est, même si on n'oublie pas d'où on vient, si on n'oublie pas qu'on a des mœurs différentes, suivant notre histoire, et notre histoire familiale, ou notre histoire antérieure, si on a migré d'un pays, il ne faut pas l'oublier, bien sûr. Mais ce qu'il faut vivre ensemble, c'est produire des mœurs semblables. Chacun,
on garde, on n'oublie pas les mœurs qu'on avait, mais on va produire ensemble nos mœurs, plutôt que de vouloir imposer les mœurs. Parce que dans la notion d'intégration qui est développée, on dit « Ah oui, mais celui-là, il est intégré. » Mais pourquoi il est intégré? On considère qu'il est intégré s'il a adhéré à mes mœurs à moi. Si tu adhères à mes mœurs, tu es intégré. Si tu n'y adhères pas, tu n'es pas intégré. Donc, pourquoi moi, je garde mes mœurs, tu gardes tes mœurs, et puis on va essayer ensemble de produire nos mœurs, nos coutumes, notre futur, en poursuivant une même fin, une même finalité. Ce n'est pas le passeport qui fait le sentiment d'appartenance à un État, à une nation, à une communauté. De même que l'appartenance légale à une communauté, ça ne fait pas l'identification au vivre ensemble. Je peux très bien avoir un passeport français et pas avoir du tout envie de vivre ensemble avec des Français. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que si on revient sur cette notion philosophique d'étranger, qu'est-ce que c'est un étranger, qu'est-ce que c'est un Français, qu'est-ce que c'est un immigré, je pense que les êtres humains, y compris les migrants, y compris les gens qui veulent nous rejoindre, ils doivent être vus comme une promesse et non pas comme un problème, pas comme une menace. Mais pour cela, il faudrait qu'on fasse évoluer nos mentalités et changer notre regard sur l'autre, comme le dit toujours Lévinas. Alors je cite beaucoup Lévinas parce que cette présentation, je l'ai pensée dans la continuité de celle que j'avais faite sur Lévinas. Et pour changer des mentalités, il faudrait d'abord que nos gouvernants, qui sont censés montrer l'exemple quand même, il faudrait qu'ils en aient le désir de changer les mentalités et la volonté, le désir et la volonté, pour montrer l'exemple justement, pour montrer l'exemple de la solidarité et de la fraternité, on en a parlé la dernière fois, qui s'affiche au fronton de nos édifices républicains, hein, mais qu'on ne sait pas définir. On s'est aperçu la dernière fois la difficulté de définir. Donc il faut changer ce paradigme d'intégration parce que le problème, il vient du fait qu'on pose en termes culturels ce qui devrait être posé en termes politiques. Ce sur quoi il faut travailler, c'est la politique sociale, la politique urbaine, la politique de la ville, sans oublier évidemment la plus importante peut-être, la politique éducative. Et si on fait ça, on aura changé le système culturel. Chacun continuera à avoir des cultures différentes, bien sûr, hein, puisque le thème c'est le multiculturalisme, mais ça sera au sein d'une... Vous voyez, on aura appris aux gens à vivre ensemble et à vivre de leurs différences. Parce que si on ne fait pas ça, si on n'en fait pas un problème politique, hein, que ce soit la politique sociale, urbaine, politique de ville, politique éducative, le problème, c'est quand les riches et les pauvres vivent complètement séparés. Et ça, la politique urbaine pourrait créer une mixité sociale, de même que la politique éducative. Hein. D'ailleurs, c'est comme ça qu'avait été pensée l'éducation nationale sous la Troisième République. Hein. C'était d'offrir à tout le monde l'école républicaine, laïque, etc., sans distinction. Or, aujourd'hui, on est de plus en plus dans un individualisme qui fait qu'il y a des écoles pour riches et des écoles pour pauvres. Les riches, évidemment, ils vont payer des écoles privées, etc. Et ça va loin, parce que c'est beaucoup plus difficile. Même les écoles d'ingénieurs ou ce qu'on appelle les grandes écoles, elles sont payantes maintenant. Et ça coûte une blinde. Et on va venir à ce qu'il n'y ait que des riches qui puissent se payer. Donc, le problème, c'est ça, c'est quand les riches et les pauvres vivent complètement séparés et quand les espaces publics communs aux citoyens disparaissent et qu'on reste entre soi, les pauvres avec les pauvres, les riches avec les riches. Mais ça fait pas une société. Ça fait des clivages. C'est comme ça que se créent les clivages d'ailleurs entre des citoyens qui finissent par ne plus rien partager. Des citoyens qu'on oppose, ne serait-ce que par les mots. Hein? Si je parle de Français de souche, de Français issus d'immigration, de Français issus de la diversité, implicitement, ne serait-ce que par les mots, j'oppose tous ces gens-là. Donc c'est un peu idiot. Et comment on peut accepter
et c'est une question que je pose, une question là aussi philosophique à réfléchir, comment accepter que la France, un pays comme la France, qui s'autoproclame pays des droits de l'homme, il y a même personne qui a dit c'est la France le pays des droits de l'homme, hein, c'est une autoproclamation. Mais comment on peut accepter que ce pays des droits de l'homme puisse mettre en place un délit de solidarité? Vous vous souvenez, c'était il n'y a pas longtemps, hein, c'était un dispositif qui prévoit des sanctions contre toute personne qui a aidé des étrangers en situation illégale. Je ne sais pas si vous vous rappelez avec en Italie. Mais comment le pays des droits de l'homme il peut mettre en place ce délit de solidarité? La solidarité, ce n'est pas un délit, c'est comme la fraternité, ce n'est pas un délit quand même. Et on le voit parce qu'on est tous prêts, on a tous été prêts, moi le premier, on est tous prêts à nous attendrir et à pleurer. Vous vous souvenez sur la photo du petit Elan, vous savez, ce petit enfant qu'on avait retrouvé. Et il ressemblait tant à mon enfant ou à mes petits-enfants, aimés, endormis. Et lui, il était là, recroquevillé, mort, le 3 septembre 2015 sur une plage turque. Alors, on est prêt à s'attendrir, mais pourquoi est-ce qu'on est moins affecté par le chiffre de 35 000 morts entre 2000 et 2018 en Méditerranée? Là, hein, on joue sur notre cause sensible, on nous fait peur celui-là, mais les autres, on en parle de temps en temps, ça fait 5 minutes. Là, avec entre l'élection du président Trump, le virus chinois, je ne sais pas tout ce qui se passe, on n'entend plus parler des migrants, mais il ne faut pas croire que parce qu'ils n'en parlent plus aux actualités, il y en a quand même tous les jours qui meurent. Hein. Donc pourquoi ça nous affecte moins que ces morts en Méditerranée, que ce petit élan? Parce que la mer, la Méditerranée, elle nous appartient, mais on la partage quand même. Vous vous souvenez que les Latins appelaient ça la Mare Nostrum. C'est notre mer. Et notre mer, elle est à nous, Français, à nous, Européens, mais on la partage aussi avec l'Afrique, avec le Proche-Orient. C'est notre mer, donc il faut qu'on s'en occupe. Et il faut qu'on s'occupe des gens qu'il y a dessus. Alors comment est-ce qu'on peut fermer les yeux ou tout simplement accepter de vivre à côté de cette hécatombe quotidienne? Et comment est-ce qu'on peut refuser l'hospitalité? Alors l'hospitalité, c'est la démarche qui humanise la rencontre avec l'étranger. L'étranger, je le rencontre grâce à l'hospitalité. Et ça consiste à laisser entrer l'autre chez soi, mais aussi à entrer soi-même chez lui. Hein, et découvrir chez l'étranger un aspect par lequel il est notre frère en humanité. Hein. Et parce que l'hospitalité, c'est finalement une démarche existentielle. Hein. Elle implique une dimension de réciprocité et de gratuité, évidemment. Et vous remarquerez d'ailleurs que le mot « hôte », il est à double sens. Hein. Il désigne à la fois celui qui reçoit et celui qui est reçu. Donc c'est bien une démarche existentielle à double entrée. Et c'est bien comme ça qu'on rencontre l'autre en humanité, dirait Lévinas. Au-delà du geste premier d'hospitalité, la conception que chacun se fait de l'étranger, elle est, grâce à l'hospitalité, elle est éprouvée, elle est expérimentée. C'est comme ça que je vais expérimenter l'étranger. L'hôte qui reçoit l'étranger, il peut mesurer lui-même, très concrètement, les différents degrés d'étrangeté de l'autre. Si je ne le reçois pas, je ne sais pas en quoi il est étranger. Si je le reçois ou qu'il me reçoit et que j'échange, ben, je vais pouvoir mesurer en quoi il me paraît étrange, pourquoi il me paraît étrange et pourquoi moi je vais lui paraître étrange aussi. Hein. Et alors, à ce moment-là, à partir du moment où on fait ça, à partir du moment où on est hospitalier, ben, il n'y a plus d'étrangers. Il n'y a plus d'étrangers, mais seulement des hommes qui sont les hôtes les uns des autres. Et vous vous souvenez, dans l'apologie de Socrate, de Platon, Platon fait dire à Socrate « Je ne suis ni athénien, ni grec, mais un citoyen du monde. » Et voilà, c'est ça qu'il faut qu'on... Et c'est à partir de cette position d'une anthropologie qui serait non de l'étranger, mais de la relation. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'étranger, mais c'est la relation, ce n'est pas l'individu, c'est la relation qui se noue, ou pas d'ailleurs, qui se noue, ou se noue pas, entre moi et l'étranger,
Mais entre nous et les migrants, c'est à partir de là que je voudrais mener cette réflexion. Étrangers, oui, mais de quelle façon? Et étrangers, à quoi? Et comme dit mon ami Edgar Morin, avec qui j'ai la chance de travailler au sein du mouvement Utopia, Edgar dit souvent, et il me l'a dit encore récemment, moi, je fais le pari de la fraternité humaine. Il parie. Il dit, je sais bien, il ne faut pas être bisounours, ça on sait bien, mais on peut parier que l'homme est méchant ou qu'il est bon, et bien lui, il fait le pari de la fraternité humaine. Voilà ce que je voulais vous dire sur ça, mais avant de passer à la discussion, je vous demande encore 5 petites minutes, parce qu'on va passer à la discussion à l'échange, mais j'ai envie, pour conclure, de vous offrir un poème. C'est un poème de Jacques Prévert. Il l'avait écrit en 1951, mais il a été publié seulement en 1955 aux éditions Gallimard, dans un recueil qui s'appelait Le Grand Bal du Printemps. Et ce poème de Jacques Prévert, il s'appelle « Étranges étrangers ». Je vous le dis. Kabyles de la Chapelle et des quais de Javel, hommes des pays loin, cobayes des colonies, doux petits musiciens, soleil adolescent de la porte d'Italie, boumian de la porte de Saint-Ouen, apatrides d'Aubervilliers, brûleurs des grandes ordures de la ville de Paris, ébouillanteurs des bêtes trouvées mortes sur pied au beau milieu des rues, tunisiens de Grenelle, embauchés, débauchés, manœuvres désœuvrées, polacs du Marais et du Temple des Rosiers, cordonniers de Cordoue, soutiers de Barcelone, pêcheurs des Baléares ou bien du Finistère, rescapés de Franco et déportés de France et de Navarre pour avoir défendu, en souvenir de la vôtre, la liberté des autres, esclaves noirs de Fréjus, tiraillés et parqués au bord d'une petite mer où peu vous vous baignez, esclaves noirs de Fréjus qui évoquaient chaque soir dans les locaux disciplinaires, avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer, tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts. Et ne venez dans la capitale que pour fêter au pas cadencé la prise de la Bastille le 14 juillet. Enfants du Sénégal, dépatriés, expatriés et naturalisés, enfants indo-chinois, jongleurs aux innocents couteaux, qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or, faits de papier plié. Enfants trop tôt grandis et si vite en allés, qui dormaient aujourd'hui de retour au pays, le visage dans la terre, et des bombes incendiaires labourant vos rizières, on vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés. On vous a retourné vos petits couteaux dans le dos. Étranges étrangers, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivez, même si vous en mourrez. Voilà, je vous remercie.